Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille CTO. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'évolution de mon portefeuille au cours des 3 derniers mois, et puis on va se focaliser également sur 6 gérants qui m'inspirent, donc des gérants issus des fonds Fondsmith, Pollen Capital et Acre Capital Management. J'en profite pour saluer Xavier Delmas, puisque c'est en regardant l'une de ses vidéos qui portait sur le gérant François Rochon du fonds Giverny Capital, un gérant que je suis également de mon côté, que m'est venue l'idée de faire cette vidéo, c'est-à-dire de me focaliser sur 6 gérants qui m'inspirent également, 6 gérants issus des fonds Fondsmith, Pollen Capital et Acre Capital Management, à savoir 3 fonds spécialisés dans l'investissement dans la qualité. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors pour commencer, je rappellerai ici que j'utilise une allocation à la Peter Lynch au départ, donc allocation qui divise les entreprises en 6 catégories: Fast Growers, Stalwarts, Cyclicals, Turnarounds, Asset Plays and Slow Growers. Et puis de mon côté, je superpose à cette allocation à la Peter Lynch une approche de type Quality Investing, c'est-à-dire investissement dans des valeurs de croissance qualitative. Et donc au final, mon portefeuille va se retrouver avec 70 à 80% de valeurs de croissance qualitative, donc essentiellement des fast growers et des stalwarts. Et puis pour 15 à 25% du portefeuille, on va retrouver des valeurs cycliques, des valeurs de redressement de type turnarounds, et puis éventuellement des slow growers. Je fais l'impasse de mon côté sur les asset plays. On va retrouver enfin dans ce portefeuille 5% environ de Hyper Fast Growers, donc c'est le nom que j'ai donné à cette catégorie. Donc ce n'est pas une catégorie qui a été inventée par Peter Lynch. Et donc dans cette catégorie, on va retrouver des entreprises à très fort potentiel, mais avec une probabilité relativement faible de se transformer en multi-bagger. Et donc au final, on aura dans cette catégorie des entreprises qui deviendront soit des zéro-baggers, c'est-à-dire des entreprises qui finiront par faire faillite, soit des ultra-baggers, c'est-à-dire des entreprises qui finiront par générer un rendement exceptionnel sur longue période. Bien entendu, je pense que cette poche ne doit pas représenter plus de 5% du portefeuille environ, parce qu'il s'agit d'une poche extrêmement risquée avec une probabilité de succès relativement faible. Voilà, donc l'idée au final est d'avoir un portefeuille très largement qualitatif avec une petite poche spéculative qui est censée améliorer les rendements du portefeuille à très long terme. Bien entendu, on verra ensemble si cette petite poche spéculative permet effectivement ou non d'améliorer les rendements du portefeuille. C'est là aussi une expérience intéressante pour les abonnés qui suivent mes vidéos. Pour rappel, mon objectif est d'atteindre le 1 million d'euros en bourse via mon PEA et mon CTO, via un processus très simple qui consiste à épargner, à investir cette épargne en bourse et à se constituer un patrimoine à long terme. Et ce, via une approche dynamique, active, et donc via le stock picking. Comme on peut le voir à l'écran, la valorisation actuelle du portefeuille PEA est légèrement supérieure à 40 000 euros à la mi-avril 2023, et la valorisation du portefeuille CTO est légèrement supérieure à 60 000 euros, ce qui veut dire que la somme de ces portefeuilles est légèrement supérieure à 100 000 euros, ce qui veut donc dire que la part de l'objectif atteint est de 10,1% au moment où je tourne cette vidéo. Alors bien évidemment, le gros de la valorisation des portefeuilles repose essentiellement sur mon épargne pour le moment, puisque je procède à des apports réguliers, que ce soit sur le PEA et le CTO. Bien entendu, l'objectif sera à terme de faire croître ces portefeuilles et donc de faire reposer la valorisation des portefeuilles, ou en tout cas la valeur des portefeuilles, sur les intérêts composés, générés par mes investissements en bourse. Alors on passe à la présentation du portefeuille CTO. On peut voir que les liquidités représentent aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, 11,2% du portefeuille. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai continué à procéder à des apports réguliers sur le CTO, mais que je n'ai pas pioché fortement dans ces liquidités pour investir au cours des 3 premiers mois de l'année.
Alors la raison est simple, hein, c'est que les marchés américains sont fortement remontés depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, et donc de mon côté, j'ai préféré renforcer certaines lignes. Je vais vous montrer quelles lignes j'ai renforcées juste après, et j'ai préféré conserver des liquidités, notamment des liquidités à déployer ultérieurement dans l'année ou à déployer sur d'autres marchés que le marché américain. Donc pour le moment, j'ai 11,2% de liquidité en portefeuille. On voit également que j'ai une allocation or qui représente environ 5% du portefeuille CTO. On va retrouver également des petites lignes comme Vonovia, j'en parlerai juste après. On peut surtout voir que j'ai une très forte exposition à Meta Platforms puisque Meta Platforms représente 19,8% du portefeuille CTO. Or, il s'avère que j'ai fait cette copie d'écran avant la hausse de Meta Platforms ces derniers jours et donc que le titre représente une part encore plus importante du CTO aujourd'hui. Ceci étant, je n'ai absolument pas envie de vendre mes actions Meta Platforms et donc j'ai l'intention de conserver cette ligne en l'état dans un avenir relativement lointain. On peut voir également que Tencent Holdings représente 6,8% du portefeuille, Alphabet représente 7,8%, Amazon 7,8%, Alibaba 7,3%. Alors on aurait pu avoir un scénario à la Meta Platforms sur Alibaba, ce n'est pas le cas pour autant. Pour autant, même conclusion que pour Meta Platforms, je n'ai pas l'intention de vendre en tout cas ma ligne Alibaba et donc mes actions Alibaba. C'est un investissement à très long terme que je fais sur Alibaba et donc j'ai bien l'intention de conserver cette ligne très longtemps en portefeuille. On peut voir enfin que mes lignes Adobe et Salesforce ont pas mal augmenté puisqu'Adobe représente aujourd'hui 8% du portefeuille et que Salesforce représente 6,9% du portefeuille. Alors, pour rappel, mes portefeuilles sont répartis sur deux comptes titres, l'un chez Interactive Brokers et l'autre chez XTB. Et donc, je présente ce fichier pour avoir une vue agrégée du portefeuille. On peut voir que la valeur du portefeuille a légèrement baissé au moment où j'ai pris cette copie d'écran, où j'ai fait cette copie d'écran, puisqu'on voit ici que le portefeuille est valorisé à hauteur de 60 681 € et non pas 60 739 €. Pour autant, ce qu'on peut voir ici, c'est que le portefeuille CTO est en plus-value latente de 10,5%, donc en euros, ce qui est plutôt satisfaisant en ce qui me concerne, en sachant que le marché américain, à mon avis, va rester relativement volatile au cours des prochains trimestres. Alors comme d'habitude, je rappelle que j'ai un compte chez Interactive Brokers au Royaume-Uni, puisque j'ai emménagé au Royaume-Uni, et donc j'ai un compte en livres sterling, et donc je convertis ces livres sterling en euros pour maintenir une valorisation en euros du portefeuille, en gardant à l'esprit que de mon côté, je compte revenir en France pour passer ma retraite notamment, et donc que je raisonne en euros. Donc mon portefeuille chez Interactive Brokers est actuellement valorisé à hauteur de 54 512 €. On peut voir les liquidités en livres sterling en bas, donc 5 397 livres sterling, avec une plus-value latente non réalisée de 8 700 livres sterling au moment de cette copie d'écran. Et donc au niveau des prises de position, on peut voir que j'ai augmenté ma ligne Google, donc Alphabet, de 10 actions, j'ai augmenté ma ligne Moderna de 2 actions, j'ai augmenté ma ligne Illumina de 3 actions, j'ai augmenté ma ligne AngloGold Ashanti de 10 actions et enfin j'ai augmenté ma ligne Barrick Gold de 16 actions. On peut voir ici que je n'ai pas procédé à beaucoup d'achats au cours des 3 derniers mois. J'ai plutôt accumulé des liquidités sur le compte, des liquidités que je compte redéployer d'ici l'été 2023. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est que les lignes qui ont été construites au cours des 6 derniers mois ont plutôt bien performé. On peut le voir ici avec des plus-values non réalisées relativement importantes pour une période relativement courte. Je garde de mon côté l'idée que le marché va rester volatile au cours des prochains trimestres et donc il est important à mon avis de rester vigilant et de ne pas s'emballer plus que ça lorsque les cours de bourse remontent comme ça de manière relativement importante. Donc on peut le voir ici, Tencent Holdings est en hausse de 27%, Meta Platforms 50,7% et c'était avant la hausse des derniers jours. Adobe plus 15%, Alphabet plus 5%, Amazon plus 7%, Salesforce plus 29%, Nvidia plus 88%. On voit qu'Alibaba ne fait rien, donc ici je suis à plus 8, mais on verra que sur le portefeuille XTB, je suis à moins 35. Donc en moyenne, je suis autour de moins 25. On voit par ailleurs qu'Illumina est en hausse de 17%, Estée Lauder en hausse de 28%, Micron plus 15%, AngloGold Ashanti plus 70% et Barrick Gold plus 22%.
on voit que les aurifères ont plutôt bien performé avec un marché des aurifères en tout cas qui a fortement rebondi au cours des 3 derniers mois. D'où l'intérêt, à mon avis, d'avoir au moins une petite allocation or dans son portefeuille CTO. C'est, je pense, toujours bon à prendre et puis ça sert à protéger quelque peu le portefeuille de l'inflation notamment et puis éventuellement des secousses que le marché pourrait connaître à l'avenir. En ce qui concerne mon compte XTB, on voit que celui-ci est valorisé à hauteur de 6010 €. On voit que la ligne Alibaba est en moins-value de 34%, quasiment 35%. Encore une fois, j'ai l'intention de conserver ma ligne à très long terme et puis on verra bien entendu ce qu'il en est dans quelques mois, quelques trimestres et quelques années pour voir si effectivement c'était un bon investissement ou non. Je reste convaincu, surtout à ce prix, qu'Alibaba est un bon investissement. On peut voir par ailleurs que la ligne iShares Gold Producers est en hausse de 22%, que l'ETF Lyxor MSCI Turkey est en hausse de 69%, donc aucun problème de ce côté-là. J'avais fait une vidéo sur la Turquie de manière spécifique, il me semble que c'était une vidéo qui portait sur mon portefeuille PEA. Je reste convaincu que la Turquie est un bon investissement à très long terme dans un portefeuille, bien entendu à condition de ne pas s'exposer plus que ça. L'ETF iShares Physical Gold est en hausse de 25% et puis ma position ici Barrick Gold, puisque j'ai deux positions, enfin j'ai deux lignes, l'une chez XTB et l'autre chez Interactive Brokers, est en hausse ici de 3,8%. Alors enfin, on a 4 lignes ici sur le portefeuille XTB, de toutes petites lignes, plutôt spéculatives, en particulier en ce qui concerne Coupang, Didi et Tattoo Chef. Ce sont des lignes qui ont fortement chuté, toutes les 4, que je n'ai absolument pas renforcées dans la baisse, puisque ce ne sont pas des entreprises qualitatives. Et donc lorsqu'on spécule sur des actions, c'était le cas ici en particulier avec Coupang, Didi et Tattoo Chef, il est préférable de ne pas renforcer dans la baisse. Pourquoi? Parce que les fondamentaux ne permettent pas de renforcer avec confiance. Et donc ça reste des lignes spéculatives. Et donc ces lignes spéculatives ont un résultat qui est négatif, bien entendu, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution des cours de ces différentes lignes. Pour autant, ce sont aujourd'hui de toutes petites lignes dans mon portefeuille et donc ces lignes n'ont quasiment aucun impact sur la performance du portefeuille. Bien entendu, je me laisse la possibilité de renforcer certaines de ces lignes, notamment Coupang, voire Didi. Je n'ai pas pour le moment l'intention de renforcer Vonovia, car entreprise beaucoup trop endettée à mes yeux, dans un marché immobilier avec beaucoup d'incertitudes, notamment en raison des taux d'intérêt élevés. En ce qui concerne Tattoo Chef, je vois cette action comme une option et donc celle-ci restera en portefeuille. Là encore, je n'ai absolument pas l'intention de renforcer cette ligne. Donc au niveau des prises de position, au premier trimestre 2023, j'ai procédé au renforcement d'Alphabet, de Moderna, d'Illumina, d'AngloGold Ashanti et de Barrick Gold. Et donc comme j'en ai parlé au début de la vidéo, j'ai conservé des liquidités relativement importantes, des liquidités que j'ai l'intention de redéployer d'ici l'été 2023 et pas forcément aux États-Unis. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur les déclarations récentes de 6 gérants que j'apprécie particulièrement, 6 gérants ayant un style d'investissement de type Quality Investing, à savoir l'investissement dans les valeurs de croissance qualitative, style d'investissement que j'utilise moi-même en grande partie dans mes portefeuilles CTO et PEA. Alors ces 6 gérants, on peut les voir à l'écran. On a de gauche à droite Terry Smith du fonds Fondsmith qui porte son nom et qui gère 22 milliards de dollars environ. On a également Damon Ficklin et Dan Davidovich du fonds Pollen Capital qui gère 34 milliards de dollars. Et on a enfin à droite Chuck Akre, John Neff et Chris Cerrone du fonds Akre Capital Management qui gère 11 milliards de dollars. On va commencer avec la lettre annuelle de Terry Smith rédigée en janvier 2023 pour ses clients. On peut voir que son fonds a généré un rendement annualisé de 15,5%, donc par an et en moyenne depuis son lancement en 2010. Donc voici ce que nous dit Terry Smith, la traduction est la mienne, mais je vous ai mis le texte original juste au-dessus. Donc Terry Smith nous dit « Bien qu'une période de sous-performance vis-à-vis de l'indice de référence ne soit jamais la bienvenue, celle-ci est néanmoins inévitable. Nous avons constamment rappelé qu'aucune stratégie d'investissement ne pouvait surperformer chaque année, et quelles que soient les conditions de marché. Donc pour autant que nous n'aimions pas cet état de fait, nous devons nous attendre à des périodes de sous-performance. » Autrement dit, ce que nous dit Terry Smith ici, c'est de garder le cap et de ne pas se laisser déstabiliser par des périodes de sous-performance
car cela fait partie du jeu. Ces périodes de sous-performance sont inévitables. Terry Smith rappelle ensuite qu'il continue d'appliquer une stratégie d'investissement extrêmement simple en 3 étapes qui consiste à acheter de bonnes entreprises, c'est-à-dire des actions qualitatives, à ne pas surpayer ces actions, c'est-à-dire à acheter les plus belles entreprises à prix raisonnable si possible, et puis enfin à ne rien faire, c'est-à-dire à conserver ces lignes en portefeuille à long terme et en ayant un turnover extrêmement faible au final. Alors comme on peut le voir dans le tableau qui nous est présenté par Terry Smith, la qualité de son portefeuille ressort au travers de certains ratios et notamment au travers du rendement sur capitaux employés, donc ROCE, de la marge brute, donc gross margin en anglais, de la marge d'exploitation, du taux de conversion en cash, cash conversion ratio, et puis de l'interest coverage. Et donc ce qu'aime faire Terry Smith au final, c'est comparer la qualité de son portefeuille à la qualité de l'indice S&P 500 d'un côté et de l'indice FTSE 100 de l'autre. Et comme on peut le voir ici, le portefeuille de Terry Smith apparaît comme étant bien plus qualitatif que l'indice S&P 500 sur base de ces ratios en tout cas, puisque le ROCE est par exemple de 32% au sein du portefeuille de Terry Smith contre 18% au sein de l'indice S&P 500. On voit également que la marge brute est beaucoup plus élevée au sein du portefeuille de Terry Smith puisqu'elle est de 64% contre une marge brute de 45% pour l'indice S&P 500. On voit par ailleurs que la marge d'exploitation est de 28% au sein du portefeuille de Terry Smith contre 18% au sein du S&P 500. On voit que le taux de conversion en cash est lui identique au sein du portefeuille de Terry Smith et du S&P 500. On voit enfin que l'interest coverage est 2 fois plus élevé au sein du portefeuille de Terry Smith que de l'indice S&P 500. Enfin, lorsqu'on compare le portefeuille de Terry Smith à l'indice FTSE 100, on voit que les ratios de Terry Smith, en tout cas de son portefeuille, sont beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus élevés que les ratios de l'indice FTSE 100. Cela s'explique en particulier par le fait qu'on a beaucoup de valeurs du secteur oil and gas au sein du FTSE 100. On a également beaucoup de valeurs aurifères et donc des valeurs avec des rendements sur capitaux beaucoup plus faibles, des marges brutes beaucoup plus faibles, des marges d'exploitation beaucoup plus faibles et puis un taux de conversion en cash également beaucoup plus faible. Terry Smith nous explique ensuite ceci, il écrit « Des rendements sur capitaux élevés de manière consistante sont un élément que nous regardons lorsque nous recherchons des entreprises dans lesquelles investir. Un autre élément important est la croissance. Des rendements sur capitaux élevés ne sont pas grand-chose si l'entreprise n'est pas en mesure de croître et de déployer plus de capitaux à ces taux élevés. » Autrement dit, Terry Smith met en avant 2 facteurs ici. Premièrement, des rendements sur capitaux élevés qu'il mesure au travers du ROCE, des rendements sur capitaux employés. Et puis deuxièmement, il met l'accent sur la croissance puisqu'il nous explique que des rendements sur capitaux élevés ne sont rien sans croissance. Enfin, je voulais mettre en avant ce dernier passage de la lettre de Terry Smith dans laquelle il écrit « Nos entreprises sont moins bien valorisées que l'an dernier et sont désormais valorisées peu ou prou en ligne avec le marché. Cela ne les rend pas bon marché pour autant et il n'y a aucune garantie qu'elles ne deviendront pas moins chères encore, mais notre attention se porte sur leur performance fondamentale, donc sur les fondamentaux, comme cela devrait toujours être le cas, car à long terme, c'est ce qui déterminera le résultat final pour nous, investisseurs. » Autrement dit, Terry Smith nous dit ici qu'il est primordial de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise, sur la qualité intrinsèque de l'entreprise et non sur les fluctuations du cours de bourse. Pourquoi? Parce qu'à long terme, ce qui compte vraiment, ce sont les fondamentaux de l'entreprise. On va continuer ici avec un article publié sur le site internet de Pollen Capital en janvier 2023 intitulé « Des entreprises merveilleuses à des prix merveilleux », donc en anglais « Wonderful Companies at Wonderful Prices ». Les auteurs de cet article, donc les gérants du fonds Pollen Capital, mettent en avant le fait que des prix raisonnables pour des entreprises de grande qualité peuvent occasionnellement devenir des prix merveilleux. Autrement dit, on a parfois des soldes très importantes sur les plus belles entreprises du monde et il faut savoir en profiter. Alors j'aime beaucoup personnellement les 2 gérants du fonds Pollen Capital, j'aime beaucoup la manière dont ils envisagent l'investissement à long terme. Ce que je vous ai mis ici, c'est le rendement du fonds Pollen Growth, donc l'un des fonds de Pollen Capital, depuis son lancement en 2009. On peut voir que le fonds surperforme légèrement l'indice S&P 500 après les frais. On voit également que le fonds sous-performe l'indice Russell 1000 croissance.
donc Russell 1000 Growth. Cela ne remet pas en question l'excellente performance du fonds Polen Growth. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonds Polen Growth est composé d'entreprises extrêmement qualitatives, de large cap et de méga cap, donc beaucoup moins volatiles que les entreprises qui composent l'indice Russell 1000 Growth. Et donc au final, on a un rendement ajusté au risque qui est bien meilleur dans le fonds Polen Growth que dans l'indice Russell 1000 Growth par exemple. Il est important de garder à l'esprit également, je pense, notamment pour les investisseurs se focalisant sur l'investissement passif, donc via des ETF, que les rendements observés au cours des 10-12 dernières années sont relativement exceptionnels, et que si on regarde la décennie d'avant, donc entre 2000 et 2010 environ, on avait des rendements proches de 0%, donc rendement annualisé sur l'indice S&P 500 proche de 0% pendant 10 ans. Donc il est important de garder ceci à l'esprit, en gardant également à l'esprit qu'en euros, l'indice S&P 500 rapporte en moyenne du 8% par an sur une période de 20 ans environ. Et donc on a affaire ici à des rendements exceptionnels. Il faudra voir si les rendements du S&P 500 sont aussi exceptionnels au cours de la prochaine décennie ou non. Alors je continue avec l'article, ils écrivent ensuite « Notre objectif d'investir dans des entreprises merveilleuses ne change pas, cependant ce qui peut changer, dans de rares occasions, c'est que des prix raisonnables pour ces entreprises de grande qualité peuvent occasionnellement devenir des prix merveilleux. » Ils poursuivent en écrivant « Nous avons toujours accepté le fait que les entreprises premium comme celles dans lesquelles nous investissons puissent requérir des valorisations premium puisque d'après notre expérience, Mr. Market a tendance à être efficient la plupart du temps. Nous disons la plupart du temps car de temps en temps, nous pensons que Mr. Market peut surréagir, créant par la même occasion des opportunités d'investissement dans ces merveilleuses entreprises, mais à des prix non seulement raisonnables, mais aussi et surtout merveilleux. Et donc c'est un article qui a été publié en janvier 2023 et l'action qui me fait le plus penser à cet article, c'est l'action Meta Platforms que j'ai en portefeuille et qui est passée de 80 $ environ au mois de novembre 2022 à 238 $ au moment où je tourne cette vidéo avec un rendement de 162% en l'espace de 6 mois environ. Au final, ce que nous disent les gérants de Pollen Capital ici, c'est que même si le marché est efficient la plupart du temps, il est parfois très inefficient et il est ainsi possible d'en profiter en achetant des entreprises très qualitatives à prix merveilleux, c'est-à-dire plus que raisonnable. Enfin, on va terminer avec la lettre publiée par Acre Capital Management, le fonds dirigé par Chuck Acre, que j'aime beaucoup également. C'est un investisseur que je suis depuis plusieurs années. Et donc, comme on peut le voir à l'écran, son fonds a généré une surperformance par rapport au S&P 500, Total Return, sur la période 2009-2022, avec une performance annualisée, un rendement annualisé de près de 14%, donc par an et en moyenne depuis 2009, à comparer un rendement pour le S&P 500, Total Return, de 12,65%. Donc voici ce qu'écrivent Chuck Acre et son équipe fin 2022. Ils écrivent à leurs clients « Rien concernant l'expérience de 2022 ne nous a amené à reconsidérer notre approche de l'investissement ni le type d'entreprise que nous désirons posséder. C'est un fonds qui investit uniquement dans des valeurs de croissance qualitative. » Ils écrivent ensuite ceci « Les valorisations du marché action fluctuent et le niveau des taux d'intérêt ainsi que les attentes des investisseurs jouent un rôle important dans ce processus. Mais cela n'a pas d'impact sur notre volonté de concentrer nos capitaux dans ce que nous considérons comme étant des entreprises avantagées, ayant un management exceptionnel et de longues autoroutes en termes de réinvestissement. Je pense que c'est là un point très important. Encore une fois, Chuck Acre et son équipe soulignent l'importance de garder le cap, y compris dans des marchés compliqués, c'est-à-dire volatiles, un peu à l'image de ce que nous dit Terry Smith, en se focalisant en particulier sur les entreprises les plus qualitatives ayant la possibilité de réinvestir leur free cash flow de manière importante, autrement dit dans des valeurs de croissance ayant un payout ratio relativement faible. Alors comme toujours, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon site internet, vous trouverez un lien sous la vidéo. Et puis on va terminer cette vidéo avec deux questions. Les deux questions sont les suivantes. Premièrement, quelles sont vos sources d'inspiration, notamment si vous faites du quality investing? Et puis deuxième question, quels sont les fonds et les gérants qui vous inspirent? Est-ce qu'il s'agit de François Rochon par exemple ou s'agit-il de gens comme
Chuck Akre ou Terry Smith par exemple. Bien entendu, vous pouvez me mettre tout ceci en commentaire sous la vidéo, c'est toujours intéressant pour la communauté et puis ça permet de partager différentes sources qui peuvent inspirer d'autres investisseurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.